Bonjour à tous. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur la chaîne des quatrièmes, même si c'est une vidéo troisième, mais évidemment c'était vous l'année dernière, donc j'espère que vous êtes toujours abonnés à la chaîne, sinon je vais évidemment mettre la vidéo en lien dans Pronote. Alors justement, donc vidéo pour mieux vous préparer ce week-end, parce qu'à l'issue du cours en demi-groupe, avec le premier demi-groupe ce matin, je m'aperçois quand même que je pense que vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Donc voilà Pronote. Alors j'ai ajouté des choses lundi 18, donc vous devez voilà, m'envoyer votre fichier audio ce week-end. Je vous rappelle, vous me l'envoyez par mail à l'adresse que vous connaissez bien, et surtout pas, s'il vous plaît, sur Pronote. Ensuite, donc, là, j'ai ajouté ça. Il s'agit d'Amélie Nothomb, j'en ai parlé en réunion de parents, je vous laisse lire. Et donc, c'est surtout ici, ce matin, il y a eu un peu des hésitations sur les lignes que vous deviez lire. Donc, vous deviez remplir un tableau, celui-là. D'ailleurs, vous l'avez bien fait. Et dans ce tableau, ici, mais peut-être que vous n'avez pas vu, je vous avais mis le lien vers mon document qui est là. Et donc, c'est ça que j'ai remis dans Pronote. Et ici, vous avez bien les lignes que je vous ai mise et qu'on a d'ailleurs étudié en classe. Donc tout ceci, vous l'avez en photocopie pour le groupe 1, donc à coller dans les cahiers ou à mettre dans les classeurs. Et groupe 2, je vous distribue ça demain, évidemment. Donc voilà, je vous ai rattaché le document là, vous avez les bonnes lignes à lire. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les lire, ces lignes, pour tous les textes qui ont été choisis, c'est-à-dire quasiment tous, sauf l'extrait d'Henri Barbusse. Donc bon, celui-là, voilà, je ne le lirai pas, c'est pas la peine. Mais donc pour tous les autres, je vais vous les lire en essayant de mettre le ton. Je me suis pas entraînée des heures, puisque le but c'est que je puisse vous montrer une façon de faire que vous puissiez faire vous aussi, donc que ce soit accessible pour vous les élèves. Donc je théâtralise pas à mort, j'en fais pas des tonnes. J'essaye juste de vous montrer ce que j'attends de vous, ce que je pense être possible. Donc après, vous n'allez pas tout écouter, je les lis dans l'ordre des pages du livre, donc vous pouvez avancer dans la vidéo selon le texte où vous en êtes, et je lirai les Google Docs après. Voilà. Donc là, on va commencer avec forcément la page 158. Et donc là, je lis les lignes 19 à 29. Non, pardon, excusez-moi. Si, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc c'est le texte du livre 14 de Jean Echenoz. Le lendemain matin, ça n'a plus eu de cesse encore dans le perpétuel tonnerre polyphonique sous le grand froid confirmé. Canons tonnant en basse continue, obus fusants et percutants de tout calibre, balles qui sifflent, claquent, soupirent ou miaulent selon leur trajectoire, mitrailleuses, grenades et lance-flammes, la menace est partout. D'en haut, sous les avions et les tirs d'obusiers, d'en face, avec l'artillerie adverse et même d'en bas, qu'en croyant profiter d'un moment d'accalmie au fond de la tranchée où on tente de dormir, on entend l'ennemi piocher sourdement au-dessous de cette tranchée même, au-dessous de soi-même, creusant des tunnels où il va disposer des mines afin de l'anéantir, et soi-même avec. Donc voilà pour le premier texte. Je tourne. Un effroyable rideau, donc extrait de Le Feu, Henri Barbusse, c'est les lignes 1 à 11. Brusquement devant nous, sur toute la largeur de la descente, de sombres flammes s'élancent en frappant l'air de détonations épouvantables. En ligne de gauche à droite, des fusants sortent du ciel, des explosifs sortent de la terre. C'est un effroyable rideau qui nous sépare du monde, nous sépare du passé et de l'avenir. On s'arrête, plantés au sol, stupéfiés par la nuée soudaine qui tonne de toutes parts. Puis un effort simultané soulève notre masse et la rejette en avant très vite. On trébuche, on se retient les uns aux autres dans des grands flots de fumée. On voit avec de stridents fracas et des cyclones de terre pulvérisés vers le fond où nous nous précipitons pêle-mêle, s'ouvrir des cratères çà et là, à côté les uns des autres, les uns dans les autres. Puis on ne sait plus où tombent les décharges. Ah, pardon, j'ai lu une ligne de trop. Ça s'arrête à les uns dans les autres. Donc celui-là, comme je vous le disais, pour moi, c'est pas le plus facile à lire. Alors, à côté, Éric Maria remarque, à l'Ouest rien de nouveau. Les gens d'en face, occupés à courir, ne peuvent guère être dangereux avant leur arrivée à 30 mètres.
Nous reconnaissons les visages crispés et les casques. Ce sont des Français. Ils atteignent les débris des barbelés. Pardon, je recommence. Ils atteignent les débris des barbelés et ont déjà des pertes visibles. Toute une file est fauchée par la mitrailleuse qui est à côté de nous. Puis nous avons une série d'enrayages et les assaillants se rapprochent. Je vois l'un d'eux tomber dans un cheval de frise, la figure haute, le corps s'affaisse sur lui-même comme un sac. Les mains restent croisées comme s'il voulait prier. Puis, le corps se détache tout entier et il n'y a plus que les mains coupées par le coup de feu avec des tronçons de bras qui restent accrochés par les qui restent accrochés dans les barbelés. Alors vous, si vous bafouillez comme moi, hein, vous allez vous réenregistrer, mais moi là, je vous fais ça en une seule prise. Voilà, donc dans ce texte-là, j'ai essayé, j'espère que ça marche, hein, que vous sentiez le dégoût, parce qu'il est dégoûté, souvenez-vous, hein, c'est un pacifiste. Peut-être donc, d'ailleurs, avant de vous enregistrer, relisez ce qu'on a donné sur les textes, qui vous donnent normalement l'analyse. Alors, les gueules cassées, bon bah là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas besoin de relire ce qu'on a écrit. Ça, c'est assez net. Donc, page 164, c'est l'extrait B. Marc Duguin, au revoir là-haut. Marc Duguin, la chambre des officiers. Avec ma langue, je fais le tour de ma bouche. En bas, elle vient s'appuyer sur les gencives de la mâchoire inférieure, les dents ont été pulvérisées. Les hauteurs, elles, s'annoncent comme un couloir sans fin. Ma langue ne rencontre pas d'obstacle et lorsqu'elle vient toucher les sinus, je décide d'interrompre cette première visite. Les médecins n'ont pas remarqué ma tentative malheureuse et continuent à discourir sur mon cas. Voyons voir. Destruction maxillofaciale. Notez, mon vieux. Béance totale des parties situées du sommet du menton jusqu'à la moitié du nez, avec destruction totale du maxillaire supérieur et du palais, décloisonnant l'espace entre la bouche et les sinus. Destruction partielle de la langue. Apparition des organes de l'arrière-gorge qui ne sont plus protégés. Infection généralisée des tissus meurtris par apparition de pus. Donc pas évident sur celui-ci de mettre le ton sur le deuxième paragraphe parce que le médecin, on imagine, il est, comme on dit vulgairement, blindé, ou en tout cas s'il l'est pas, il vaut mieux qu'il se blinde. Donc il va peut-être dire ça de façon assez, un peu comme un robot, parce que c'est horrible et qu'il en voit toute la journée. Donc voilà pour l'extrait B. Alors toujours sur les gueules cassées, donc au revoir là-haut de Pierre Lemaître, c'est les lignes 25 à la fin que je vous propose de lire. Édouard n'a pas changé de position, mais il se réveille dès qu'il entend Albert approcher. Du bout des doigts, il désigne la fenêtre à côté du lit. C'est vrai que ça pue de façon... Ah, pardon, je recommence. C'est vrai que ça pue de manière vertigineuse dans cette chambre. Albert entrebâille la fenêtre. Édouard le suit des yeux. Le jeune blessé insiste. Plus grand. Il fait signe des doigts. Non, moins. Un peu plus. Albert s'exécute, écarte davantage l'eventail et, quand il comprend, c'est trop tard. À force de chercher sa langue, de s'écouter proférer des borborigmes, Édouard a voulu savoir. Il se voit maintenant dans la vitre. L'éclat d'obus lui a emporté toute la mâchoire inférieure. En dessous du nez, tout est vide. On voit la gorge, la voûte, le palais et seulement les dents du haut. Et en dessous, un magma de chairs écarlates avec au fond quelque chose. Ça doit être la glotte. Plus de langue. La trachée fait un trou rouge, humide. Édouard Péricourt a 24 ans. Il s'évanouit. Voilà pour celui-ci qui était page 166. Alors, frères de combat, on passe à un thème un peu plus léger. Frères de combat, c'est un dialogue, page 168, et donc je vais faire deux voix différentes pour qu'on puisse entendre le dialogue, si on n'a pas le texte sous les yeux, qu'on puisse entendre bien les deux personnages.
Je vais prendre une plus grosse voix pour le juge et une voix peut-être plus légère pour le soldat qui raconte. Il y a longtemps qu'il vous suit, ce chien? Il m'a suivi quand les gendarmes sont venus me chercher pour la guerre. Racontez-moi ça. Si je fume. Le juge fouilla dans son gilet et sortit un paquet de cigarettes chiffonnées. Morlac en alluma une avec le briquet d'Amadou que lui avait tendu l'officier. Il souffla la fumée par le nez comme un taureau furieux. Vous étiez le seul qu'il devait ramener? Bien sûr que non. Il y avait déjà trois autres conscrits avec eux, je les connaissais de vue. Les gendarmes m'ont fait monter dans leur carriole et on est allé en ramasser 3 autres de plus. Et le chien? Il a suivi. Ensuite, vous êtes allé au front? Je suis resté 6 mois à faire du ravitaillement. On n'était pas en première ligne, mais il arrivait qu'on se rapproche beaucoup, et les obus faisaient souvent du dégât. Et le chien était toujours avec vous. Toujours. Ce n'est pas banal. Ce n'est pas un chien banal. Même dans les coins les plus ravagés, il arrivait à trouver de quoi manger. Surtout, il savait y faire avec les gradés. La plupart des chiens ont fini par avoir des problèmes. Il y en a même qui ont été carrément éliminés à coups de fusil parce qu'ils piquaient dans les réserves. Je sais pas où vous étiez, mais vous avez dû avoir ça aussi. Alors là, vous avez peut-être remarqué que, contrairement à ce qui est écrit, je mâche un peu les mots. Mais justement, c'est un dialogue. Et le soldat, même s'il est écrit « ce n'est pas un chien banal », le soldat, il va dire « c'est pas un chien banal » ou « c'est pas un chien banal ». Il fera sans doute pas totalement la négation « ce n'est pas un chien ». Donc voilà, vous pouvez, là de mémoire, c'est Nathan qui lit ce texte-là, vous pouvez un petit peu aussi aménager dans les dialogues. Ensuite, on a mon blessé. Donc, mon blessé, c'est le début du texte que je vous ai proposé. Et là aussi, ça va être difficile de faire plein de voix, mais je vais essayer. Je lui parlais allemand. Et debout, lui dis-je, et tâche de marcher droit, on les met. Je ne peux pas bouger, me fit-il. Je dois avoir la jambe cassée. Ça ne m'étonne pas, lui répondis-je en regardant en l'air pour mesurer la hauteur dont il était tombé. Tu as fait un beau plané, il fallait pas y aller, mon vieux. Merde, voilà que je devais trimballer monsieur sur mon dos. Je le chargeais tant bien que mal, et nous voici partis, l'un portant l'autre, la monture ployée en deux, le blessé lourd comme un mort qui se laisse aller. Un drôle d'équipage, ânant, sacrant, jurant, chutant, tombant sur les genoux, se prenant les pieds dans les taupinières, se relevant. Jamais je n'oublierai cet équipé avec ce boche qui me pissait dans le cou un sang mal engagé. Je dus décharger mon blessé et me frayer une nouvelle voie à coups de cisaille, puis revenir sur mes pas, recharger le pauvre type et repartir la sauvette, car j'avais fait beaucoup de bruit. J'en revenais pas qu'avec toutes ces allées et venues, personne dans aucun camp ne nous eût encore remarqués. Enfin, je le balançais dans notre trou d'obus. J'avais eu chaud. C'était dur. Durant tout le trajet, il n'avait pas poussé un gémissement. Alors ce texte-là, je n'ai pas eu l'occasion malheureusement de vous lire tout ce que j'avais écrit. Donc là justement, je fais un petit tour là. Hop, en bas. Non, c'est là, pardon. Voilà, là j'ai ajouté dans le document tout ceci, que vous allez lire du coup à la maison sur ce texte-là. Voilà, je ne sais plus qui le lit. Enfin, si, je peux regarder d'ailleurs. C'est donc l'extrait de La main coupée, donc c'est Léo qui lit ça, Léo tout seul là. Voilà, donc ça c'était pour toi Léo. Ensuite, on a les textes du Google Doc que je vais aller chercher donc hop, dans vos leçons. Et donc là, on en a plusieurs qui lisent ce passage-là. Donc tiré de Louis-Ferdinand Céline, et donc c'est le passage en vers que je vous ai proposé. Serais-je donc le seul lâche sur la terre? Pensais-je, et avec quel effroi. Perdu parmi 2 millions de fous héroïques déchaînés et armés jusqu'aux cheveux, avec casque, sans chevaux, sur moto, hurlant, en auto, sifflant, tirailleurs, comploteurs, volant, à genoux, creusant, se défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre comme dans un cabanon,
pourrit tout, détruire Allemagne, France et continent, tout ce qui respire, détruire, plus enragé que les chiens adorant leur rage, ce que les chiens ne font pas, 100 000 fois plus enragé que 1000 chiens et tellement plus vicieux. Nous étions jolis. Décidément, je le concevais, je m'étais embarqué dans une croisade apocalyptique. On est puceau de l'horreur comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter, moi, de cette horreur en quittant la place Clichy ? Qui aurait pu prévoir, avant d'entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes ? À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse vers le meurtre en commun, vers le feu. Ça venait des profondeurs et c'était arrivé. Voilà pour Louis-Ferdinand Céline. Alors, personne n'a choisi ce texte-là, donc je ne le lis pas. Et puis, il y a, je crois, Naël qui a choisi celui-ci, donc dans lequel on doit mettre de l'émotion. Ma bien chère Lucie, quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé. Voici pourquoi. Le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de 2 heures dans une tranchée de première ligne, et alors que nous finissions la soupe, des Allemands se sont amenés dans la tranchée, m'ont fait prisonnier avec 2 autres camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade pour m'échapper des mains des Allemands, j'ai suivi mes camarades et ensuite j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Nous sommes passés 24 hier soir au conseil de guerre. 6 ont été condamnés à mort, dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra et ce qu'il y a dedans. Je te fais mes derniers adieux à la hâte, les larmes aux yeux, l'âme en peine. Je te demande à genoux humblement pardon pour toute la peine que je vais te causer et l'embarras dans lequel je vais te mettre. Ma petite Lucie, encore une fois, pardon. Je vais me confesser à l'instant et espère te revoir dans un monde meilleur. Je meurs innocent du crime d'abandon de poste qui m'est reproché. Si au lieu de m'échapper des Allemands, j'étais resté prisonnier, j'aurais encore la vie sauve. C'est la fatalité. Ma dernière pensée, à toi, jusqu'au bout. Henri Floch. Voilà, donc c'est la fin des lectures. J'ai pris le temps, voyez, de vous faire cette vidéo, donc maintenant j'attends en retour de vous aussi un investissement, au moins égal au mien. Ça veut dire, voilà, si vraiment vous avez du mal, écoutez en boucle le petit extrait que j'ai enregistré pour chaque texte, et au moins essayez d'imiter si vous n'arrivez pas vous-même à mettre le ton. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider, bon courage, et puis donc j'attends vos mails avec toutes vos petites pièces audio attachées. Allez, à lundi, et puis à demain pour le deuxième groupe.